Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur les pratiques inspirantes de l'utilisation du numérique pour enseigner et pour apprendre. On a le bonheur d'avoir installé notre studio aujourd'hui à l'Université du Québec à Trois-Rivières. On est vraiment très bien ici. Je me présente, je suis Stéphanie Dionne, votre animatrice, mais je suis de l'École branchée. L'École branchée, c'est le média de l'enseignement à l'ère du numérique. C'est celui qui accompagne tous les acteurs du milieu de l'éducation dans le développement de leur expertise professionnelle depuis 25 ans déjà. J'aurai l'honneur de recevoir des invités experts du réseau de l'éducation qui vont présenter des témoignages des acteurs du milieu qui rendent concrète le développement de la compétence numérique sur 3 dimensions plus particulières. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique, développer et mobiliser ses habiletés technologiques et produire du contenu avec le numérique. Nous avons vraiment un magnifique programme pour vous. Ce que je souhaite, c'est que vous fassiez partie de l'échange avec nous. Les pratiques inspirantes là, ont lieu dans de nombreux milieux, de nombreuses classes. Elles sont grandioses, mais elles sont aussi à la fois d'une grande simplicité. Utilisez le clavardage pour partager vos pratiques inspirantes, celles qui ont cours dans vos classes, vos écoles, vos centres de services scolaires ou vos commissions scolaires. Dites-nous aussi ce que ça vous donnerait le goût de faire vivre à vos élèves en écoutant les témoignages et nos invités experts. Nous avons la chance d'avoir Julie Michel et Manon Légaré qui vont soulever ce que vous allez dire aujourd'hui dans le clavardage. Elles sont toutes les deux du Bureau de la mise en œuvre du plan d'action numérique en éducation. Bonjour à vous deux. Le webinaire est offert en traduction simultanée. Donc, pour y avoir accès, rendez-vous sur le petit globe terrestre au bas de votre environnement Zoom et sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez. Donc, ce sera disponible en anglais également. Ce webinaire sera aussi enregistré, donc il est actuellement enregistré. Il sera disponible à nouveau sur la page du plan d'action numérique dans la section de la formation. C'est parti! Débutons avec le bloc 1, Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. J'ai le bonheur de vous présenter nos 2 premiers invités. J'ai avec moi Annie Turbide. Bonjour Annie. Allô. Annie, elle est conseillère pédago-numérique au Récit national du développement de la personne. J'en profite pour vous rappeler que le Récit, c'est un grand réseau qui compte plus de 270 conseillers pédago-numériques qui sont là pour accompagner les gens dans le réseau. C'est important de le rappeler. Maxime Pelcha, maintenant. Maxime, il est enseignant au secondaire et il est aujourd'hui stratège numérique au Cadre 21. Le Cadre 21, c'est un organisme partenaire qui offre plusieurs ressources pour votre développement professionnel. Bonjour Stéphanie. Bonjour Maxime. Pour commencer, la question que je vais vous inviter à répondre aussi dans le clavardage, allez-y avec quelques mots. Qu'est-ce qui caractérise le citoyen éthique à l'ère du numérique? Et pendant que vous y allez dans le clavardage, j'inviterai Annie à commencer. Oui, bien merci. C'est une super question pour débuter. En fait, je résumerais ça en un mot. Un citoyen éthique à l'ère du numérique, ça pourrait se décrire par l'autonomie d'abord. Le numérique, comment il se présente dans nos vies? Bien, souvent de 2 façons. D'une part, les petits dilemmes du quotidien. Hein? Est-ce que je partage cette photo-là? Est-ce que je commande cette publication-là? Fait que ça peut se présenter comme ça. Ça peut aussi se présenter à travers de grands enjeux, comme est-ce que la reconnaissance faciale, quels sont ses impacts? Quelle est la relation entre les hommes et les machines? Bref, de grands enjeux. Donc, face à ces enjeux-là, la clé, c'est vraiment l'autonomie. Puis ça se manifeste à travers 3 habiletés particulières. Être conscient, réfléchir et agir. Être conscient, c'est est-ce que ça me crée des émotions? C'est la photo, est-ce que, elle est importante pour moi? Donc, de se situer par rapport à ça. Est-ce que je pourrais être biaisée par rapport à mes décisions? Est-ce que j'ai les connaissances nécessaires pour permettre une réflexion sur cet enjeu-là? Donc, ça, ce serait être conscient, prendre un petit temps. Ensuite, réfléchir. Essayer de voir c'est quoi les points de vue par rapport à cette situation-là. Quelles sont les options qui s'offrent à moi? Je peux partager, je peux ne pas partager, je peux, etc. Puis surtout de voir les impacts. Qu'est-ce qui va arriver quand je vais avoir pris ma décision? Puis évidemment, comme on veut qu'un citoyen, ce ne soit pas quelqu'un qui ne sache que réfléchir, mais qui soit bien dans l'action,
bien, une dernière habileté, c'est vraiment l'agir, donc être capable de prendre des décisions, de les assumer, mais aussi d'être capable de les analyser pour se réajuster aux besoins si nécessaire. Donc, cette autonomie-là qu'on va développer, elle va nous servir sur le plan individuel, oui, mais aussi sur le plan collectif, donc pour répondre ensemble à des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Finalement, être un citoyen éthique à l'ère du numérique, c'est être outillé pour ne pas subir le numérique, mais le maîtriser. Définitivement, c'est tellement important. Et Maxime, pourquoi cette dimension est au cœur du cadre de référence? Bien, justement, Stéphanie, j'ai moi-même eu un coup de cœur pour cet élément-là quand j'ai consulté pour la première fois le cadre de référence. Le schéma circulaire qui est présenté au début nous donne une bonne idée de la relation d'interdépendance qu'il y a entre les 12 dimensions. Ce n'est pas quelque chose de linéaire, ce n'est pas quelque chose de hiérarchique. Et clairement, on peut voir que les deux dimensions centrales, habileté technologique et le citoyen éthique, se trouvent être vraiment à toucher à toutes les autres dimensions. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de les voir un peu comme une passoire, hein, qu'on devrait prendre le temps de passer toutes nos actions à travers le numérique, à travers ces deux dimensions clés-là. Et je te donne un exemple. Si je propose un projet de balado à mes élèves, évidemment, je vais avoir une réflexion tout de suite sur les aspects techniques, est-ce qu'ils connaissent les outils, est-ce que moi-même je les maîtrise, etc. Mais on devrait avoir aussi le même traitement automatique de penser à l'agir citoyen éthique à l'ère du numérique en prenant le temps de faire réfléchir soi-même et aussi ses élèves sur les enjeux qui sont relatifs à l'intention pédagogique qu'on a mis en place avec nos élèves. Un peu comme Annie expliquait très bien tout à l'heure. C'est donc dire que la citoyenneté éthique est prépondérante dans nos réflexions, dans nos actions, donc dans notre posture d'action réflexive comme professionnel, et qu'on le fasse justement au cœur même de sa pratique, tout comme à accompagner nos élèves à le développer. Allons-y dans cette direction-là. Annie, comment justement on développe la citoyenneté à l'ère du numérique chez les jeunes? C'est une question quiz, ça, hein? Oui. Donc, en fait, il s'agit comme pédagogue de s'inscrire dans le processus d'autonomisation. Tu sais, si on dit que c'est l'autonomie, l'objectif, la clé, de tendre vers une plus grande autonomie, bien, comme pédagogue, ce serait de s'inscrire dans ce processus d'autonomisation-là. Grand mot, en fait, qui est une francisation du mot « empowerment », qui signifie se redonner un pouvoir d'action, autant dans la réflexion que dans l'action. Comment on peut faire? Bien, la classe, là, c'est un lieu privilégié pour faire ça parce que on a l'occasion de modéliser tout plein de savoir-faire puis d'habiletés avec nos élèves. C'est comme un laboratoire, hein, où on accompagne les jeunes dans ce développement-là, mais il y a encore place à l'erreur. Donc, de là, le milieu parfait pour développer les 3 habiletés dont je faisais mention tout à l'heure. Donc, être conscient, à travers notre pédagogie, c'est de permettre aux élèves de prendre un temps d'arrêt. Puis, tu sais, l'école, c'est pas ça, un temps d'arrêt pour venir approfondir des sujets qu'on ferait peut-être pas naturellement s'il n'y avait pas ce milieu organisé-là, d'une part. Donc, prendre le temps de respirer, de regarder un enjeu, de s'en distancier un petit peu avant de s'y plonger. Ensuite, dégager des moments pour aborder le numérique en classe, que ce soit des parenthèses, puis dans une situation d'apprentissage où on prend le temps d'approfondir un petit peu un sujet en lien avec le numérique, ou qu'on fasse des situations d'apprentissage complètes sur le fonctionnement algorithmique, par exemple, pour permettre aux élèves de comprendre, bien, on développe leur littératie et donc ils seront plus à même de juger ensuite de ce qui se présente à eux. Finalement, bien, la classe, c'est le lieu pour se redonner un pouvoir d'action vrai, hein, d'inviter les élèves à la table de délibération, de leur faire de la place pour qu'ils sentent que c'est concret ce qui se passe, que ce qu'ils vivent, ça se vit pour vrai, qu'ils ont un pouvoir d'action. Dans le fond, là, Stéphanie, ce que je vous dis là, c'est ce que témoignent toutes les pratiques qu'on va vous présenter aujourd'hui, là, qui sont ultra inspirantes. Définitivement. Et ça commence même dès le préscolaire. Allons entendre Madame Julie en parler. Souvent, on va travailler la citoyenneté à l'ère du numérique avec les élèves les plus grands. Puis les plus petits, le préscolaire tout particulièrement, puis le premier cycle, sont souvent les grands oubliés parce que les problèmes ne commencent pas nécessairement là. Bon, dans le fond, on voulait aborder le droit à l'image avec les enfants. Ça peut paraître un concept compliqué. D'ailleurs, l'enseignante et moi, on se demandait comment les enfants allaient réagir à ça en classe.
Mais finalement, c'est pas si compliqué que ça parce que les enfants, ils sont simples puis ils sont spontanés. Alors, quand on leur demandait si je prends une photo de toi puis que je veux la mettre sur Internet, par exemple, la publier sur Facebook, tu vas être d'accord ou pas d'accord? Puis, pourquoi tu pourrais être d'accord ou pas d'accord? Puis là, il sortait plein de petits éléments comme par exemple, ben, si tu as pris une photo de moi puis je l'aime pas, cette photo-là, même si normalement je serais d'accord que tu publies ma photo, ben là, dans ce cas-ci, je ne veux pas que tu la publies parce que je ne me trouve pas belle sur cette photo-là. Alors, on a tout abordé des concepts comme ça, puis les enfants sont vraiment plus forts qu'on pense pour réfléchir puis pour être honnête dans qu'est-ce qui se fait puis qu'est-ce qui se fait pas. Fait que c'est un très, très beau projet à faire en classe avec les enfants. Ce que j'en retiens, c'est l'importance de permettre aux élèves de réfléchir sur leur utilisation numérique dès qu'ils ont l'accès à un écran, à un appareil numérique. Annie? Hey, tantôt, tu parlais de coups de cœur. Moi, j'ai plein de coups de cœur. Là. Vous allez tous les voir aujourd'hui. Mais ce projet-là, avec les petits du préscolaire, c'est particulièrement intéressant de par l'apprentissage, par le questionnement. Hein, Julie nous le disait, l'enseignante, elle vient pas dire, bon, quand on a une photo, voici ce qu'on devrait faire ou pas faire. Elle va poser des questions aux enfants et puis ça va leur permettre, à travers leurs réponses, de proposer des options ou des actions, mais ils ne seront pas nécessairement guidés par ça, c'est une bonne réponse, ça, c'est une mauvaise réponse. Fait que cette approche-là, cette posture-là, comme pédagogue, elle est intéressante. Donc, on ne juge pas les usages, puis on laisse les tout petits, exercer leur jugement critique. Fait que ça, c'est entre autres ce qui me touche vraiment dans ce projet-là. Il y a de la place pour de la nuance, même chez les jeunes. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'à la fin du projet, ils sont amenés à mettre tout ça en action. Donc, ils vont partir dans l'école, prendre une photo d'une personne qu'ils trouvent importante pour créer un livre numérique de leur personne préférée, là, les personnes qui sont signifiantes pour eux dans leur milieu. Fait qu'ils mettent ça en pratique, donc ils doivent leur poser des questions. Est-ce que je peux prendre ta photo? Est-ce que je peux l'utiliser pour... Fait qu'ils vont vraiment être dans l'action puis développer, finalement, ce pouvoir d'action-là. C'est un projet qui touche une panoplie de dimensions. Maxime? Bien, totalement. Puis, juste pour l'exercice, j'en ai noté 4. Tout d'abord, l'action de prendre une photo, bien, on comprend bien que ça touche le produire du contenu avec le numérique, ça va de soi. J'ai noté aussi que à travers ça, puisqu'on met les mains dedans, on développe et on mobilise les habiletés technologiques aussi. Fait qu'on revient un peu vers le centre, encore une fois, de notre schéma, avec l'élément que je notais ici, le différents logiciels, plateformes numériques ou applications dans le cadre d'activités pédagogiques ou d'activités de la vie de tous les jours. Puis c'est ça qui est intéressant avec des jeunes du préscolaire, c'est que là, on est vraiment dans des activités de tous les jours qu'on met dans un cadre scolaire, très inspirant de ce côté-là. Si on revient à l'intention pédagogique, je dirais qu'on touche évidemment la pensée critique aussi. Hein, qui se trouve être la dimension qui est juste là, qui est très en lien avec la citoyenneté éthique, parce qu'on propose aux élèves de poser un jugement réflexif sur son utilisation du numérique en faisant preuve d'autocritique. On est vraiment là. Puis si on continue sur l'intention pédagogique, je dirais aussi qu'elle est également reliée à communiquer à l'aide du numérique, parce que les élèves sont amenés aussi à, et je cite, reconnaître ou définir les balises nécessaires pour préserver la confidentialité de ces échanges ou de ceux des autres. Puis clairement, l'activité sur ta photo, ma photo, évidemment, touche directement cette dimension. Puis on parle de pratiques inspirantes. Dans ce cas-ci, on parle de pratiques authentiques. Ça se passe pour vrai. Ils le font pour vrai ensemble dans leur milieu scolaire. Maintenant, Annie, toi et ton équipe avez accompagné des conseillers pédagogiques à la formation générale des adultes pour définir, bâtir un cours qui porte sur le développement de la dimension de la citoyenneté éthique particulièrement. Qu'est-ce qui a été vécu? Vraiment intéressant. C'est un processus qui est encore en cours, en passant. Donc, le processus de développement de ce cours-là est vraiment inspirant. D'une part, ça émerge d'un enjeu qui a été nommé par le milieu, c'est-à-dire l'utilisation des cellulaires. Et donc, les conseillers pédagogiques de la FGA de 2 régions administratives se sont rassemblés ensemble pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait développer, finalement, ce souci chez nos élèves là, dans l'utilisation de leurs appareils. Puis rapidement, il s'est avéré que plus que un seul outil ou mettre l'emphase sur seulement l'utilisation des cellulaires, c'était trop peu. Donc, on avait besoin d'aller plus loin puis de mettre de l'avant la réflexion sur les usages des jeunes. Donc, une équipe s'est bâtie pour écrire ce cours-là, dont l'intention, c'était vraiment de développer le pouvoir d'action des jeunes puis la transposition dans leur milieu.
Ce qui est inspirant aussi, c'est qu'au niveau de la littératie, on va aborder une panoplie d'enjeux du numérique, comme par exemple le fonctionnement algorithmique puis ses impacts dans notre quotidien. Comme par exemple l'éducation aux médias aussi, puis ce que les médias sociaux ont comme impact sur l'image de soi, sur l'environnement, sur l'économie. Donc, une panoplie de sujets qui vont toucher les jeunes puis qui vont leur permettre de développer les différentes habiletés là, liées à la dimension agir. Allons écouter Hélène. Nous, on pense que c'est important de développer la citoyenneté à l'ère du numérique chez nos adultes. D'abord, il y a plusieurs de nos élèves qui sont vulnérables dans plusieurs sphères de leur vie. Puis il faut savoir qu'aux adultes, les cours optionnels, il n'y en a pas d'État. Si nous, comme institution d'enseignement, on ne les met pas au fait de tout ce qui se cache des fois derrière l'usage des outils technologiques, qui va le faire? Donc, notre intention, c'est surtout de les informer, mais on veut qu'ils prennent davantage conscience des enjeux qui sont liés au numérique pour qu'ils puissent utiliser les outils en toute connaissance de cause. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'élève, à la fin du cours, soit capable de transposer dans sa vie de tous les jours les stratégies qu'il va avoir développées pendant le cours. On veut qu'il soit utilisateur des outils technologiques, qui se rendent sur les médias sociaux, qui partagent du contenu, mais en sachant tout ce qu'il y a derrière, qu'il soit vraiment conscientisé à tout ça. Maxime, tu as parlé de l'interrelation de toutes les dimensions. Dans ce cas-ci, de quelle manière est-ce que ça s'applique? Bien, on peut voir clairement que l'intention qui était là au départ de ce chantier collectif-là, c'était d'avoir quelque chose qui touche la citoyenneté. On est vraiment au centre. Ouais. Et rapidement, on voit que dans les contenus qui sont abordés dans le cours, bien, on touche à plusieurs dimensions. Clairement, on va aller du côté de prendre conscience des enjeux liés au numérique, et ça, c'est une partie intégrante de la dimension de développer sa pensée critique. On parle de données personnelles, d'algorithmes. On est dans la dimension culture informationnelle. On parle de savoir publier. Tous les éléments qui sont autour de ça, on est dans la dimension de communiquer. On souhaite que les étudiants adoptent des bonnes pratiques durables. Fait que là, on est vraiment dans le développement de la personne. Et ce que je trouve particulièrement inspirant, c'est la démarche de coélaboration de ce chantier-là, comme Annie le soulevait au début, de voir qu'on l'a travaillé collectivement, à distance. Donc, c'est un bel exemple qu'entre adultes, on est toujours en mesure de développer et de mobiliser sa compétence numérique, puis que c'est un processus continu tout au long de la vie. En parlant de processus continu, on va parler de développement professionnel. Vous allez bientôt entendre une enseignante au secondaire qui va nommer qu'est-ce qu'elle a fait pour se développer professionnellement dans le but de développer la citoyenneté chez ses élèves. Allons écouter Mme Valérie. Le numérique est quelque chose qui fait partie de la vie de nos jeunes. Donc, développer la citoyenneté à l'ère du numérique, on est en plein dedans. On n'est pas nécessairement ferré sur tout ce qu'il y a dans cet univers-là. Je me donne comme mission, moi, sur mes propres réseaux sociaux, de suivre des gens qui sont dans le milieu de l'éducation, des gens qui travaillent dans le numérique. J'appelle ça ma veille technologique. L'information vient à moi, puis c'est super pertinent de le faire de cette manière-là. Si jamais il y a un élève qui me mentionne quelque chose que je ne comprends pas, je pose la question. Ah oui, c'est quoi ça? C'est quoi l'application? C'est quoi le réseau social? Ah oui, pourquoi tu fais telle action? Là, je les questionne. Après ça, là, j'ai une maîtrise plus grande, j'ai l'air mieux devant les autres élèves. Ou encore, c'est un intérêt aussi, c'est de s'intéresser à nos élèves. Puis eux, c'est comment ils utilisent le numérique. J'ai toujours des élèves qui me surprennent, soit dans leur réflexion ou dans leur compréhension de certains enjeux. Parfois, sur le numérique, là, ils vont me soulever des enjeux que moi, je n'ai pas vus parce que moi, je n'ai pas leur âge, que je ne suis peut-être pas présente sur les mêmes réseaux qu'eux. C'est absolument vrai que mes élèves participent à ma formation. Absolument. Que c'est inspirant. Hey, hein? J'ai eu particulièrement un coup de cœur quand elle a nommé l'importance de s'intéresser à ses élèves, à leur univers du numérique. Annie, j'aimerais t'entendre sur justement qu'est-ce qu'on doit développer pour développer la citoyenneté chez ses élèves.
Oui. Valérie, d'abord, est convaincue. Elle nous le dit au début que développer la citoyenneté, c'est vraiment important. Et donc, ce qui est intéressant dans ce qu'elle met en lumière, c'est la façon dont elle oriente son développement professionnel pour y arriver. Tu sais, d'où je pars par rapport à ce que je connais, puis à mes habiletés, mes capacités sur traiter de ces enjeux-là avec mes élèves, va orienter où je m'en vais. Et donc, elle parlait, entre autres, d'une veille technologique. Bien, c'est drôlement intéressant. Puis, je ne sais pas si on l'a vu, mais elle disait... qu'elle s'organisait pour que l'information vienne à elle. Donc, suivre les bonnes personnes. Fait que c'est une belle organisation, là, justement, pour se tenir à jour et se préparer à vivre ça avec nos élèves. Définitivement. Oui, donc c'est de dire qu'avec la réflexion qu'elle nous présente, qui part tout d'abord du citoyen éthique au centre, bien, rapidement, on va vers les habiletés technologiques, parce que je regarde les éléments qui sont dans cette dimension-là. S'approprier les nouvelles technologies pour maintenir sa compétence à jour, c'est ce que Valérie vient de nous dire. Cultiver sa sensibilité face aux phénomènes émergents liés au numérique et à ses impacts sur l'éducation. Elle nous l'a nommé aussi. Puis, évidemment, pour moi, ce qui est vraiment inspirant, c'est que c'est vraiment au cœur de sa démarche, c'est le développement professionnel et personnel qu'elle met avec ça. Puis ça aussi, c'est directement lié à acquérir et maintenir, développer sa compétence pour sa vie professionnelle. C'est ce qui est dit dans la dimension du développement de la personne. Consulter des contenus numériques et des réseaux professionnels appropriés pour rester à l'affût des éléments nouveaux liés à son domaine professionnel. Est-ce que ça pourrait être plus ça? Je pense que non. Puis évidemment, ce dernier élément-là, relatif à la veille technologique puis à consulter les réseaux, bien, c'est aussi à traiter avec la culture informationnelle également, parce que il faut avoir des habiletés qui sont développées aussi de ce côté-là pour bien absorber, attraper les éléments et les transférer dans sa pratique. Très certainement. Les gestionnaires également font preuve de leadership dans le développement de la citoyenneté éthique à l'ère du numérique, mais dans le développement de la compétence numérique. Maxime, qu'est-ce qui a été la bougie d'allumage de ce directeur du secondaire qu'on va entendre dans quelques instants? Oui, on a discuté, Annie et moi, avec Mathieu, qui nous racontait qu'il pilote depuis 2 ans le plan TIC au cœur de son école et qui est appuyé évidemment par un comité d'enseignants. Et que rapidement, ils ont vu que leur objectif principal, c'était de lier et de coordonner tout ce qui existait déjà. Hein. On ne part pas de zéro, il y a déjà un paquet d'initiatives qu'il y a dans le milieu. Puis là, il y avait un enjeu de coordination de tout ça. Et pour en faire une bonne coordination, bien, ce qu'il nous racontait, c'est que les dimensions centrales du cadre de référence sont devenues une zone d'orientation commune. Hein. C'est notre point de départ pour toute l'équipe école. Donc, on part avec ces orientations-là. Et ensuite, les objectifs plus spécifiques qui, là, entrent dans ce que les enseignants vont faire avec leurs élèves, bien ça, c'est aux enseignants eux-mêmes à déterminer laquelle des dimensions il va faire avec ses élèves en classe. Et c'est donc dire qu'à chaque fois qu'il y avait des rencontres, à chaque fois qu'on parle de cette grande coordination, bien, c'est notamment la citoyenneté à l'ère du numérique qui se trouve être le dénominateur commun pour toutes les actions puis, qui sont prises dans le milieu, autant du point de vue technique que pédagogique. Allons l'écouter. Dans la compétence du numérique, il y a beaucoup d'aspects. C'est juste à les lire, là, c'est étoffé, puis c'est très ambitieux. Ce que j'ai dit aux enseignants, j'ai dit qu'il faudrait tabler sur quelque chose que concrètement, on est capable d'intégrer complètement. C'est vraiment au niveau de l'éthique que c'est ressorti. Puis en plus, c'était comme le point central là, de toutes les dimensions. Puis il y a un autre aspect, là, une autre dimension qui touche plus d'apprivoiser les applications, là, qui est un regard plus général. C'est quoi l'éthique? C'était d'aller un petit peu plus loin que juste respecter les droits d'auteur. C'était vraiment de parler du citoyen à l'ère du numérique. C'est vraiment ça l'objectif de la réflexion. Puis comment ça peut se vivre dans nos valeurs. Nous, on fait partie d'un système SCP, là, soutien au comportement positif, puis on a 3 valeurs. Donc là, c'était d'arrimer tout ça ensemble. T'sais, on est dans une autre époque, là, on le sent beaucoup. Fait que, si on peut comme soutenir ça, puis voir nos élèves évoluer rapidement, puis bien saisir les leviers qu'ils ont avec ça, puis pas subir le numérique, mais vraiment comme se mettre en acteur présent sur la scène du numérique. Moi, je pense que ça va être un bel atout qu'on va leur donner. J'imagine que vous l'avez entendu nommer en regardant son affiche du cadre de référence. On ne le voyait pas à l'écran, mais on savait que sur son mur, il y avait son affiche de la compétence numérique qui était là. Mais vous l'avez possiblement entendu dire que c'est ambitieux.
Mais par où on commence, Annie? Ça. En fait, c'est intéressant parce que ce qui est inspirant dans la démarche de Mathieu avec son équipe, un peu comme tu le disais, Maxime, c'est le développement. En fait, ce qu'il a mis au centre, c'est le développement de l'autonomisation de son équipe école. Donc, on revient encore à la base. Comment, comme équipe, on peut être autonome dans les choix qu'on va faire pour développer la compétence numérique de nos jeunes. Donc, ils ont fait une prise de conscience ensemble de où ils étaient et de où ils avaient envie d'aller. Donc, comme tu nommais, ils ont choisi certaines composantes, puis incontournable, c'est avéré le choix de la citoyenneté à l'ère du numérique. Ce que Mathieu a fait, c'est aussi installer une culture d'apprentissage, autant pour lui que pour les membres de son équipe, où donc il y avait de la place à une réflexion commune, où on partait d'un point qu'on voulait commun, autant pour les enseignants qui avaient un plus grand niveau de maîtrise que pour les plus néophytes. Donc, on travaille ensemble pour amener nos élèves où on voudrait. Puis c'est ce qui est intéressant dans les 2 derniers témoignages, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais l'importance de la place des élèves. Valérie nous le disait, ces élèves, ils ont une place importante dans sa démarche de développement professionnel. Mathieu nous l'a dit aussi, les élèves sont au cœur de leurs choix, de leurs actions. Et ça, bien, c'est vraiment le rôle de notre milieu d'éducation, des pédagogues et de tout le monde qui navigue autour de ces élèves-là. Fait que vraiment encore des pratiques inspirantes. Puis à tous les niveaux, on a vu du préscolaire, on a vu de la formation générale des adultes, on a vu des professionnels se développer, des gestionnaires. Fait que, encore une fois, le cadre de référence de la compétence numérique, c'est pour tout le monde, des plus petits jusqu'aux plus grands. C'est pour tout le monde et tout le monde a un rôle à jouer dans le développement de la compétence numérique. Merci de tout cœur, Annie et Maxime, de nous avoir permis de voir... d'apprécier aussi l'interrelation entre toutes les dimensions, mais à partir de son cœur. Moi, j'ai compris avec vous deux qu'agir en citoyen éthique à l'ère du numérique, c'est un paramètre par défaut à mettre en place. Dès qu'on commence l'utilisation des écrans, c'est un paramètre par défaut à ajouter. Pour aller plus loin, on vous invite à aller sur sitenum.ca et cadre21.org. Je suis curieuse maintenant d'aller vers le clavardage pour voir ce que vous avez partagé en termes de pratiques inspirantes. Je vais inviter Manon. Manon, qu'est-ce que tu as envie de nous souligner? Absolument, avec plaisir, Stéphanie. C'est super intéressant de vous lire. Le clavardage déborde. On souligne à plusieurs reprises là, pour développer cette dimension. Il faut être responsable, avisé, critique. Il faut se questionner, réfléchir, développer l'esprit critique. On dit que c'est quelqu'un qui est conscient de son utilisation du numérique et de ses impacts sur sa vie, son quotidien. Marjorie Paradis explique que ce qui caractérise le citoyen éthique à l'ère du numérique, il faut qu'il soit autonome et utilise son pouvoir d'action en tenant compte de la collectivité. Nadia nous dit sensibiliser les élèves au partage qu'il faut et au contenu qu'ils suivent. Julie, je te laisserai poursuivre pour souligner d'autres éléments du clavardage. En fait, on a remarqué dans le clavardage que les gens étaient très contents d'entendre parler de l'application au préscolaire. Donc, ça commence très tôt dans le parcours. Donc, tous ces échanges et d'agir en tant qu'accompagnateur. Donc, en tant qu'enseignant, il faut les accompagner et non pas être dicté, par exemple, des règles à suivre. Donc, être à l'écoute de nos jeunes et les impliquer, c'est très beau ce qu'on lit dans le clavardage. Comme c'est le fun d'avoir entendu ces partages inspirants, restez là. Nous allons inviter les prochains invités experts à se joindre à nous. On va prendre quelques instants. Restez avec nous. C'est le moment de vous présenter les prochains invités. Les prochains invités du Bloc 2 qui vont parler d'une autre dimension qui est au cœur de notre cadre de référence de la compétence numérique, développer et mobiliser ses habiletés technologiques. Je vous les présente. Tout d'abord, Jean Bélanger, qui est conseiller pédagogique au Centre de services scolaires des Phares. Il est aussi co-animateur d'une communauté de pratique et de conseillers pédagogiques en formation à distance de Fadio. Bonjour, Jean. Tout le monde. Bonjour. Je vous présente maintenant Stéphane Davio. Stéphane, il est conseiller pédagogique Récit
au Centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe. Il accompagne les enseignants de son centre de service scolaire dans un projet particulier d'accompagnement de programmation informatique. Il est vraiment passionné par ce rôle qu'il joue auprès de ces enseignants-là. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphanie. Et je vous présente Marie-Claude Nicole, qui est directrice de École en réseau. École en réseau favorise la collaboration entre les enseignants et le travail interclasse des élèves à distance pour apprendre ensemble. Pour commencer, quelle forme ça prend, cette dimension de développer et mobiliser ses habiletés technologiques? Dans le clavardage, allez-y aussi en nous donnant des exemples. C'est quoi les possibilités pédagogiques, par exemple, de cette dimension? Mais j'ai envie, avec nos invités, de commencer avec Jean. Quelle forme ça peut prendre? J'ai plein d'exemples, Stéphanie, mais avant d'en donner, j'aimerais quand même rappeler que la dimension développer, mobiliser ses habiletés technologiques, c'est une dimension transversale qui est au cœur de la compétence numérique. Elle est liée aux autres dimensions. Quand on mobilise les habiletés technologiques, bien, ça débute par une compréhension de l'utilité des nouvelles technologies. À quoi ça sert? On va associer cette utilité-là, en fait, à un contexte, un besoin, une intention. Donc, une fois qu'on a compris ça, bien, qu'on a fait cette association, bien, c'est là qu'on voit toute l'importance de maintenir à jour sa compétence numérique. Concrètement, là, ça peut être des éléments très, très simples qui pourront nous amener très loin ou qui, déjà, répondront à ce besoin-là. Ça pourrait nous amener à faire quoi? Bien, animer une visioconférence avec de plus en plus d'aisance, par exemple. Organiser des contenus dans un environnement numérique d'apprentissage. Lorsqu'on parle d'enseignement à distance, on peut penser à vivre des séquences d'apprentissage, à les faire vivre aux élèves. Mais aussi, ça peut être plus simple que ces éléments-là. Ça pourrait être gérer efficacement sa boîte de courrier électronique, utiliser un TNI, accompagner les élèves en présence pendant la réalisation d'un projet. Et je dirais, moi, pour ajouter à ce que Jean mentionne aussi, une stratégie ou une posture qui est importante pour les enseignants dans le développement de la programmation informatique, c'est d'être capable de prendre une posture d'enseignant débutant. Comme tu sais, Stéphanie, dans notre centre de service, les enseignants qui participent au projet sont des enseignants qui connaissaient peu la programmation. Et en adoptant cette posture-là, ça permet aux enseignants, justement, d'accepter de ne pas tout connaître et d'avoir à apprendre avec les élèves. Et avec les enseignants et les conseillers pédagogiques, ce qu'on se dit, c'est vraiment l'important, c'est d'apprendre, de partir d'un point A, de se rendre à un point B, qui est différent pour tout le monde, mais adapté aux capacités de chacun. Et en travaillant de cette façon-là avec les enseignants, bien, ils ont pu développer leur connaissance de base en programmation. Et en même temps, on s'aperçoit que la programmation permet de développer effectivement les habiletés technologiques, la compétence numérique, mais également de travailler les compétences disciplinaires et les compétences transversales. C'est sûr que tout ça, c'est possible parce que nos enseignants acceptent de prendre une posture d'enseignant-apprenant. Définitivement. Quand on parle de possibilités, on parle aussi de posture à adopter. Marie-Claude, de ton côté? Moi, je trouve ça vraiment intéressant et pertinent ce que Jean et Stéphane ont partagé. De notre côté, à École en réseau, maintenant, ça fait 20 ans qu'on fait ça, en fait, c'est-à-dire la pédagogie appuyée par le numérique. Mais ça nous a toujours placés avec les enseignants, avec tous les intervenants scolaires, dans une posture d'être très sensible à l'innovation, à tous les outils, les phénomènes émergents, et ça au service de la formation continue des enseignants, mais aussi, comme les autres intervenants l'ont dit juste avant nous, bien, au service des apprentissages des élèves. Donc, je donne des exemples, par exemple, pour développer certaines compétences informationnelles des élèves, de tout ça très contextualisé à travers un projet où est-ce qu'ils vont avoir à publier sur le web un texte, une appréciation d'une œuvre littéraire ou les résultats d'un projet scientifique. Ou par exemple, quand on utilise les systèmes intégrés de visioconférence, où est-ce que, pour faciliter les échanges entre les classes, entre les élèves et entre certains intervenants extrascolaires qui viennent échanger avec les élèves, on peut penser à un expert scientifique ou un médiateur culturel, bien, on va vraiment se centrer sur les apprentissages et les habiletés technologiques vont se développer de cette façon-là également. Définitivement. Mais là, quand on parle de technologie, on sait que ça peut faire peur. Dans votre quotidien, vous avez à rassurer et à soutenir des enseignants. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux, Jean?
plein de choses qu'on peut mettre en place qui fonctionnent, mais moi, j'aime bien miser sur la collaboration, sur l'humain. On a beau parler de numérique, mais l'humain est au cœur de ça, donc la force des relations interpersonnelles. C'est important de reconnaître l'importance d'être entouré. Pour ça, il faut savoir qu'il y a toujours quelqu'un autour de nous sur qui on peut compter et qu'il y a plein de ressources qui sont disponibles. La force de notre réseau, cette capacité-là à collaborer, bien, elle devient possible lorsqu'on s'entoure. Et pour ça, bien, il y a nos collègues, il y a les récits locaux, les services nationaux des récits, les conseillers pédagogiques, l'ensemble des professionnels présents dans les milieux. Puis en plus, bien, les outils de communication, des espaces virtuels qui se sont développés, souvent, bien, ce qui vont nous permettre, c'est de collaborer efficacement avec ces personnes-là, ce réseau-là qu'on peut former autour de soi. J'aime ça. Stéphane, de ton côté, qu'est-ce qui permet de les rassurer, les enseignants qui ont peut-être des craintes avec l'utilisation des technologies? Bien, je dirais que dans notre centre de service, pour aider les enseignants dans le développement de la programmation, mais également dans tous les projets numériques qu'on leur propose, c'est l'accompagnement. L'orientation qu'on a prise chez nous, c'est vraiment d'être présent dans les classes, de ne pas laisser les enseignants seuls. Et on utilise un peu la stratégie, l'enseignement stratégique. On fait ça même avec nos enseignants. Donc, la première étape, c'est on dit à nos enseignants de vivre les projets de la même façon que les élèves vont les vivre. Donc, on leur donne l'ordinateur, la tablette, et si on anime en classe, on va demander aux enseignants de vivre le projet en même temps que les élèves. Ensuite, une fois que les enseignants sont un peu plus à l'aise, on leur propose le co-enseignement, donc l'enseignement guidé. Ensemble, on va travailler, on va faire en sorte que les expériences soient positives. Et finalement, lorsque les enseignants s'en sentent capables, qui sont à l'aise, qui ont confiance en eux, qui se sentent plus autonomes, on va aller vers la pratique autonome. Donc, l'enseignant va être devant les élèves pour donner les leçons, pour enseigner. Pendant ce temps-là, nous, on reste en classe, on est derrière et on est là au cas où il y a des problèmes techniques ou pour sécuriser s'il y a des questions parfois un petit peu plus crunchy, un petit peu plus compliquées pour ceux-ci. Donc, on est vraiment là. Donc, l'idée, c'est vraiment de permettre aux enseignants de vivre des situations positives, apaisantes et sécurisantes par notre accompagnement. À leur rythme aussi, c'est ce que j'entends dans ce que tu partages. Marie-Claude? Encore une fois, je trouve que c'est vraiment pertinent. J'abonde dans le même sens. L'idée qu'on ne sera pas seul, ça nous aide beaucoup. L'idée aussi que nos élèves vont apprendre plein de choses. Ils vont développer leurs compétences numériques, bien sûr, leurs compétences disciplinaires, leurs habiletés sociales. Et comment on peut faire ça? Bien, à travers un accompagnement comme on le fait avec des activités qui sont planifiées finement, avec toutes les intentions pédagogiques. Les enseignants sont vraiment accompagnés à distance, de façon proximale. Ils ont accès aussi à une salle de soutien en ligne qui est ouverte à tous les jours. Donc, ils savent qu'ils ne sont jamais seuls quand ils vont vivre une activité pédagogique à l'école en réseau, autant par leur pairs que par l'équipe d'école en réseau. Donc, on retient l'importance d'accompagner, de soutenir les enseignants dans le développement de leurs habiletés technologiques. Jean, un peu plus tôt, tu as nommé l'importance de comprendre les possibilités que permettent les technologies. Ça a l'air que ça permet même de se cloner. Oui. Effectivement, à l'école du Mistral à Montjoly, on a Alexandre Lavoie, qui est enseignant au secondaire, et Marie-Pierre Lavoie-Roussel, une orthopédagogue, qui ont pu, entre guillemets, se cloner pour être en présence des élèves de toutes les classes de première secondaire en utilisant la visioconférence, en apparaissant sur le tableau à l'avant de la classe. C'est Alexandre qui a pris le temps de découvrir les possibilités offertes par le système de visioconférence. Quand il a reçu le système de visioconférence, quand il a vu le matériel, il s'est posé des questions, il m'a appelé pour l'aider à comprendre comment ça fonctionne. Il l'a essayé. Quand il a vu les possibilités, il y avait la réponse à la réalisation d'un projet qu'il avait déjà en tête avec sa collègue Marie-Pierre et ça visait à agir efficacement sur la réussite scolaire des élèves de première secondaire. Donc, tout de suite, on peut aller, allons écouter Alexandre et Marie-Pierre. Oui.
Lorsque j'ai eu l'occasion d'être en contact avec la nouvelle technologie, j'ai vu le potentiel qui nous permettait de pouvoir nous adresser à plusieurs classes en même temps. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'organiser des activités, de geler des périodes où tous les élèves de première secondaire sont en présence de leur tuteur, de leur enseignant conseil, et ils peuvent tout simplement réaliser des activités sur l'organisation. En fait, ça fait quelques années qu'on trouvait que l'organisation secondaire était à développer pour nos élèves de secondaire 1 principalement parce que la transition primaire-secondaire est vraiment ardue pour plusieurs, puis il y a beaucoup de façons de faire qui sont différentes de ce que les élèves ont connu. Et on voulait trouver un moyen pour vraiment leur rejoindre tout le monde puis avoir le même discours. Donc, trouver une façon de faire la présentation à tous les élèves de secondaire 1 et à tous les enseignants du même coup pour qu'on travaille là, dans le même sens, là, puis qu'on développe des stratégies, des méthodes de travail là, chez les élèves. Donc, dans le fond, c'est ça, en utilisant là, cette technologie-là, c'était beaucoup plus facile que les élèves pouvaient demeurer dans leur classe et avoir leur présentation versus, par exemple, aller dans un amphithéâtre, faire le message, mais qui n'auraient pas pu être dans leur environnement puis faire le travail là, qui était demandé. Puis c'est ça, il y a eu différentes présentations. Il y en a eu une en début d'année scolaire pour vraiment là, parler des règles de fonctionnement à l'école, comment utiliser un agenda, comment fonctionne l'horaire au secondaire, regarder là, les enseignants, les cours. Ensuite, on a travaillé aussi les méthodes de travail en lien avec la préparation aux examens, les stratégies d'études efficaces. Ensuite de ça, il y a eu comment se retrouver aussi dans les documents, faire des recherches. Aujourd'hui, on parlait principalement là, de faire un bilan de santé scolaire, là, étant donné que le premier bulletin était sorti là, depuis peu. Wow! Jean? Oui, on a vu qu'Alexandre et Marie-Pierre ont mobilisé leurs habiletés technologiques qui sont un exemple de proactivité dans le maintien de leurs compétences numériques. En utilisant la visioconférence à l'intérieur des murs de l'école, ils ont contribué aussi à dynamiser la vie de l'école. J'aimerais ça aussi souligner qu'on a pu voir d'autres usages d'un système comme ça intégré de visioconférence dans cette même école. On a vu les élèves, musiciens, musiciennes, vivre des classes de maîtres, c'est-à-dire que des spécialistes de certains instruments partagent leur expertise, interagissent à distance avec les élèves et leurs enseignants pendant les cours de musique qui, eux, se déroulent en présence. Aussi, en contexte pandémique, les classes de l'école du Mistral ont fait l'expérience de l'enseignement comodal, notamment en mathématiques. Par ces exemples, il a fallu sélectionner, s'approprier des outils. Tout ça, ça a commencé par une simple curiosité, quelques essais, des échanges entre collègues. Donc, les habiletés technologiques ont été mobilisées pour communiquer à l'aide du numérique, mais surtout pour vivre des projets qui répondent à des besoins concrets, tangibles. À des réels besoins qui sont nombreux dans le milieu scolaire. Stéphane, tu nous présentes le témoignage d'une enseignante au primaire qui s'est lancée dans la programmation. Mais pourquoi on se lance en programmation informatique avec ses élèves? Bien, premièrement, dans le quotidien, la programmation est partout dans l'environnement de nos élèves. On a juste à penser à tous les appareils qui sont programmables et également à l'intelligence artificielle qui se développe à vitesse grand V. En plus, je dirais que la raison, on l'a par la réaction des élèves et des enseignants. Donc, par exemple, comme tu sais, Stéphanie, la programmation chez nous, on la commence en maternelle 4 ans et elle se vit jusqu'en secondaire 3 en mathématiques. Donc, on a vraiment un grand échantillonnage d'élèves. Si je donne des exemples du pourquoi, on a des élèves de première année qui comprennent rapidement la programmation, qui relèvent des défis, et des enseignantes qui, spontanément et rapidement, vont être capables de répondre aux élèves. Nos élèves de deuxième cycle qui, eux, se connectent à leur compte, qui ont développé leurs habiletés technologiques, qui sont autonomes et qui vont même créer des projets personnels à la maison et qui nous les montrent dès leur arrivée. On peut prendre aussi en adaptation scolaire, nos élèves, quand ils vivent des projets, ils vont se montrer leur réussite, leur production, ils vont s'applaudir à la fin parce qu'ils sont fiers d'eux. Et on a nos élèves du secondaire qui vont se mettre à l'ouvrage rapidement. Et on a même des élèves qui nous disent qu'ils aimeraient faire davantage de programmation afin de rendre plus concrètes des notions plus abstraites en mathématiques. Ça nous fait toutes sortes de raisons pourquoi faire de la programmation, mais en même temps, on va en ajouter avec le témoignage de Cassie. Donc, allons écouter Cassie, notre enseignante. Au début, moi, j'avais aucune expérience.
Donc maintenant, je suis capable de l'enseigner, de comprendre la programmation, donc de l'enseigner aux élèves et aussi de l'intégrer dans mon enseignement. Au départ, c'est sûr que les élèves, moi en 3e année, ils commencent à utiliser l'ordinateur. Donc là, sont beaucoup plus à l'aise. Ils sont capables d'allumer, de se rendre sur le site Scratch parce qu'on fait la programmation à partir de Scratch. Ils ont développé leurs habiletés à aller sur Teams aussi parce que maintenant, je leur envoie des petits défis de programmation que je leur envoie sur Teams. Donc, au niveau de leur habileté avec l'ordinateur, ça s'est vraiment amélioré. Bien, c'est sûr que la programmation, ça développe le raisonnement mathématique, la pensée logique. Ça a aussi fait que j'ai vu beaucoup d'entraide, de collaboration entre eux. Ça fait aussi développer l'estime parce que souvent, c'est les élèves qui n'étaient pas nécessairement les plus forts en maths ou les plus forts en français que finalement, ils se trouvent une nouvelle force. Puis c'est eux qui sont capables d'aller aider d'autres dans la classe. Donc, en français, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une histoire. Puis, le mode de présentation, c'était d'animer l'histoire avec la programmation. Donc, c'est une grande source de motivation. On voit la différence au niveau de leurs idées qu'ils développent davantage parce qu'ils sont contents d'écrire. Dans nos petits défis Scratch aussi qu'on a fait, on fait des déplacements. Donc, on peut voir avec l'axe des X, l'axe des Y. Bien, c'est sûr que l'année prochaine, j'aimerais l'intégrer davantage plus rapidement parce que là, c'est sûr que là, j'ai été formée pour le faire. Donc, là, j'ai commencé ça peut-être vers Noël, là, à vraiment l'intégrer plus dans mon enseignement. Mais oui, j'aimerais ça parce que ça motive énormément les élèves. J'ai commencé à faire des petits défis Scratch, puis ça les motive pour tout, dans les autres notions, dans les autres matières aussi, parce que ils veulent avoir leur moment de programmation à la fin de la journée. Donc, comme tu peux le remarquer, Stéphanie, je dirais que le témoignage de Cassie résume assez bien l'ensemble de nos enseignants. Donc, nos enseignantes se sentent autonomes. À la fin du projet, leur idée, c'est vraiment de se projeter et de voir comment pourrait-on inclure davantage les compétences disciplinaires dans la programmation et poursuivre le développement de la compétence numérique et des habiletés technologiques. C'est vraiment inspirant d'avoir entendu Cassie sur la programmation. Marie-Claude, dans un instant, nous allons entendre une enseignante du préscolaire qui s'est lancée dans un parcours numérique avec ses élèves. Qu'est-ce qu'elle a vécu? En fait, Marie-Ève, dès le début de l'année scolaire, en fait, plus précisément, dès qu'elle s'est inscrite à l'activité qui s'appelle des robots et des comptes, qui est aussi un parcours numérique. Qu'est-ce que c'est un parcours numérique? C'est un parcours qui est inspiré du gabarit de planification du plan d'action numérique. Donc, elle l'a vécu avec d'autres classes, avec des classes de partout à travers le Québec. Et elle était accompagnée, elle a eu une planification détaillée de toutes les intentions pédagogiques, les compétences disciplinaires, qu'est-ce qu'elle allait développer en tant qu'enseignante pour ses habiletés technologiques, mais aussi qu'est-ce que ses élèves allaient développer également. Donc, on peut l'écouter. J'ai fait quelques fois le projet des robots et des comptes, qui est une super de belle activité à vivre avec les petits. En même temps, ça permet d'initier nos petits de la maternelle à la robotique. Ça a permis à mes petits de découvrir la robotique, d'apprendre à faire fonctionner les robots. Puis ensuite, ben là, on a embarqué un peu plus dans le projet des robots et des comptes qui nous permettait d'aller travailler un compte et de se créer une maquette. Donc là, c'est un projet qui est super motivant pour les enfants parce qu'ils voient qu'ils participent avec d'autres classes. Ils voient d'autres classes à qui ils vont devoir présenter leur projet. Puis les petits, moi, là, ils découvrent leur côté artistique. On crée une maquette. Il y a des enfants qui sont qui vont beaucoup plus être programmeurs quand on fait ça. Avec les B-Bots, j'ai des amis qui vont aller filmer avec le iPad. J'ai des amis qui vont être narrateurs. J'ai trouvé que c'était un projet qui permettait aux enfants de se découvrir des nouvelles forces. Parce qu'il y en a qui savent pas nécessairement, qui ont des habiletés à être programmeurs ou des habiletés à être narrateurs, à raconter une histoire. Donc, on découvre plein de belles choses avec nos élèves avec ce projet-là. Donc, tu sais, c'est accessible à tout le monde. Je pense que ça prend juste de se dire, ben, en ouais, go, je l'essaye, puis au pire, je me trompe, puis je fais de mon mieux. Puis je pense que c'était ça la première fois que j'ai commencé des robots et des comptes, ça m'inquiétait un peu, mais les autres me disaient « Non, on garde Marie-Ève, on le fait à notre manière, puis on le fait du mieux qu'on peut avec nos élèves. » Puis je pense que ça a donné justement plein de beaux projets
chacun avec notre couleur, avec nos élèves. Moi, je me souviens, la première maquette, on avait fait les 3 petits cochons, puis les enfants, ils ont voulu raconter l'histoire, dont chaque séquence était filmée avec une histoire racontée. C'était merveilleux, ça faisait un super de beau projet. Et puis, il y en a d'autres qu'on a découvert en écoutant les présentations qui avaient fait ça autrement. Mais chacun a sa couleur là-dedans, puis je pense que c'est merveilleux pour faire découvrir autant des outils technologiques à nos élèves que pour nous, les enseignants, à développer nos compétences dans les technologies. Comme c'est beau, moi je suis toujours en admiration d'entendre les acteurs du milieu parler de ces projets-là, comme Marie-Ève. Marie-Claude, qu'est-ce que tu constates, dans le fond, à réécouter Marie-Ève parler de ce qu'elle a vécu avec son parcours numérique? Vraiment, à chaque fois que je l'écoute, là, je suis vraiment impressionnée. Puis à chaque fois, je trouve ça riche, qu'est-ce qu'elle partage avec nous. Le fait qu'elle est très motivée de faire partie de cette communauté-là, de ce projet-là, d'être accompagnée avec d'autres enseignants, accompagnée par École en réseau à distance aussi. Puis, elle est aussi très motivée par le fait qu'à travers ce projet-là, elle se forme, elle fait de la formation continue, mais dans l'action, avec ses élèves. Et ça, bien, on peut l'entendre chez des milliers d'autres enseignants à travers tout le Québec qui viennent vivre des activités en réseau, interclasses, à distance avec leurs élèves et qui vont aussi pouvoir profiter d'une formation dans l'action avec leurs élèves dans toutes les disciplines et pour plusieurs dimensions de la compétence numérique, je dirais presque toutes. Donc, à chaque fois, moi, ça m'épate de les voir se lancer, même si elles ont peur, puis même si elles ne sont pas certaines, puis sentir qu'il y a des gens derrière elles et eux qui sont là pour les accompagner. Puis chacun le fait à sa manière. Oui. Mais comme je le disais au début, les pratiques inspirantes se vivent dans vraiment plusieurs milieux. Merci énormément à vous trois, nos invités experts. Pour aller plus loin, je vous invite à profiter des forces du réseau pour aller suivre fadio.net. Pour aller plus loin en programmation, je vous invite à aller sur campus.reci.qc.ca. Prenez contact avec vos conseillers Réci dans vos centres de services scolaires. Ils sont là pour vous et ils sont vraiment géniaux. Je vous invite également à vous lancer dans un projet, un parcours numérique avec École en réseau sur www.eer.qc.ca. Là, je suis curieuse de retourner vers le clavardage. J'ai envie de demander à Julie Michel, qu'est-ce que tu aimerais souligner qui a été partagé dans le clavardage? Alors, encore une fois, dans le deuxième bloc, dans le fond, il y a beaucoup de réactions qui ont été suscitées, surtout par l'accompagnement qui était offert par les différents réseaux, dans le fond, les différents organismes. Mais il y a une personne, entre autres, qui soulignait le fait que c'était important aussi d'utiliser les élèves pour collaborer entre eux, de les mettre en position de collaboration, d'entraide. Il y en a qui vont découvrir des forces chez les élèves. Et on a tous vécu une situation en tant qu'enseignants où on était très fiers de voir les élèves se mobiliser, faire des essais, des erreurs. Donc, c'est un peu ça qui est ressorti, entre autres, donc de leur laisser de la place à apprendre. De ton côté, Manon, est-ce qu'il y a des éléments que tu as soulevés? Absolument. Alors, voici d'autres exemples nommés. Le numérique devrait permettre de faire quelque chose qui n'est pas possible d'être fait autrement. Collaborer sur un même document, intégrer des extraits vidéo ou audio dans un travail filmé, une réalisation et présenter celle-ci en classe. Alors, les habiletés technologiques, c'est maîtriser de nouveaux outils qui permettent de développer les compétences disciplinaires intéressantes, au même titre qu'on apprend aux élèves à utiliser le contenu de leur coffre à crayon. Belle image. Alors, on peut leur permettre à utiliser des logiciels, des fonctions qui vont amener à exécuter certaines tâches liées au programme de formation et au développement des stratégies. Alors, créer des quiz, réviser entre les élèves, programmer au préscolaire, etc. Wow! Comme vous êtes inspirant dans le clavardage. Maintenant, restez avec nous. On prend encore quelques minutes pour recevoir nos prochains invités du Bloc 3 pour aborder, produire le contenu avec le numérique. Restez avec nous.
Alors, pour parler de pratiques inspirantes autour de la dimension produire du contenu avec le numérique, je vous présente nos invités. Maude Labonté, qui est conseillère pédago-numérique au Récit national de l'univers social. Bonjour Maude. Allô Stéphanie. Et nous avons avec nous en direct de Trois-Rivières, Marie-Josée Bibeau, qui est conseillère pédagogique Récit à la FGA, région de la Mauricie. Bonjour Marie-Josée. Allô Stéphanie. Donc, c'est vraiment formidable de vous avoir toutes les deux pour aborder à la fois les pratiques au secteur des jeunes et au secteur des adultes. Quelles sont les possibilités pédagogiques de cette dimension, produire du contenu avec le numérique? Marie-Josée? Bien, dans le fond, la réalité de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle est quand même différente de celle du secteur des jeunes. Les enseignants, la dimension, c'est développé plus au niveau des enseignants. Les enseignants se sont mobilisés. Ils ont créé de la vidéo, du matériel pédagogique, des questionnaires. Ils ont intégré les classes virtuelles. On a tout rassemblé, ce matériel-là, à l'intérieur d'un environnement numérique commun et uniforme aussi. Dans le fond, on a utilisé les Google Sites. Ce qui est important de savoir à l'éducation des adultes, c'est qu'un élève, dans son cheminement, dans une année scolaire, dans la même matière, il peut rencontrer plus d'un enseignant. Donc, c'est important pour nous que l'élève chemine dans un environnement pédagogique et numérique cohérent. Cohérent. Maude, qu'est-ce que ça permet comme possibilité pédagogique? Bien, j'aimerais ça relancer, je pense, ce que Manon a nommé tantôt dans le clavardage. Hein, il y a eu plein de possibilités pédagogiques qui ont été nommées. J'aimerais ajouter le fait que, bon, toute production de contenu qui est réalisée par un élève avec le numérique, bien, ça part de l'intention pédagogique de l'enseignante, ça, c'est certain. Puis ce que ça permet, c'est surtout, là, c'est de repousser les limites de la créativité. Parce que pour moi, la dimension production de contenu est vraiment là, interreliée avec celle sur l'innovation et la créativité. Avec le numérique, donc ça a été un peu nommé, je pense, dans le clavardage, mais on peut venir jumeler le texte avec l'image, après ça avec le son, avec la vidéo. Donc, on peut faire vraiment là, de nouvelles productions qu'on ne pouvait pas faire avant. Et j'aimais beaucoup l'exemple du texte collaboratif où est-ce que donc les élèves vont venir dans un même document écrire, donc ils vont pouvoir bonifier les idées de leurs partenaires. Donc là, on est aussi dans la collaboration, vraiment, et comme ça, ils vont pouvoir s'améliorer. En ce moment, juste une autre idée, là, rapidement, il y a vraiment un retour là, du balado en classe, entre autres dans le domaine des langues. Donc, ça va permettre de développer la compétence communiquer oralement. Mais donc, ce que ça fait, c'est que les élèves s'enregistrent. Après ça, ils peuvent s'écouter et par la suite, bon, s'auto-réguler, s'améliorer pour faire peut-être un deuxième enregistrement qui, là, va être la production finale. Donc, selon moi, ce qui est important de retenir, c'est qu'avec le numérique, là, ça repousse vraiment les limites, dans le fond, de la créativité. Puis ça permet aussi d'offrir des choix, de varier les productions tout au long de l'année scolaire. Définitivement, et ça vise toujours la progression, hein, dans ce que tu as dit, on l'entend bien. Maude, dans un instant, on va entendre le témoignage de l'utilisation du croquis-notes dans un projet qui se vit autant au primaire puis au secondaire. Qu'est-ce que c'est le croquis-notes? Bien, pour mettre les gens en contexte, je dirais que, tu sais, des fois, on a vraiment une bonne idée là, en tête, puis oui, on va l'expliquer avec des mots, mais c'est comme important là, de venir juste faire un petit croquis hein, pour mieux l'exprimer, cette idée-là. Donc, on est parti de ce concept-là, puis on a décidé de le transférer à la salle de classe. Allons écouter une pratique pédagogique sur l'utilisation du croquis-notes. En réalité, j'ai participé à un congrès en octobre dernier. J'ai assisté à l'atelier qui s'appelait Croquis-notes. J'ai eu un petit coup de foudre pour cette application qui fait en sorte d'illustrer des concepts. Les enfants qui avaient déjà par le passé vu un peu c'est quoi les bases de l'application Paper pour faire du croquis-notes ont eu à ouvrir leur application, puis après ça, avec 5 cases, essayer de représenter sous forme de dessin l'essentiel de ce qu'ils avaient retenu. En histoire, souvent, on essaie de varier les différentes façons que l'élève doit nous démontrer, soit par texte, par schéma, mais l'image, c'est aussi une autre forme de langage. Parce qu'une prise de notes en univers social, souvent, est utilisée sous forme de mots. Mais là, appuyé par le dessin, bien, ça vient
construire le concept, ça vient aider l'élève à se l'approprier, ça démontre, dans le fond, par le biais du dessin, la compréhension de la notion. On a démontré que le dessin sert à apprendre. Ça a servi à mettre en image une pensée qu'on avait en tête. Ça a permis aux élèves d'aller au-delà de lire un texte et répondre à une question. Ils ont été obligés de vraiment se questionner, mais c'est quoi le relief? Puis l'image qu'ils en gardent maintenant, leurs 5 boîtes, c'est ancré dans leur tête. Ils nous l'ont dit, ce que j'ai vu ou ce que j'ai fait aujourd'hui, si je le regarde, je le sais qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Maud, t'as aimé ça, travailler avec elle, hein? Oui, vraiment. Tu sais, c'est vraiment une belle collaboration, ces 2 projets-là. On a demandé aux élèves, on a vu là, les productions à l'écran, on a demandé aux élèves de dessiner, en faisant des dessins simples, des concepts qui sont vraiment complexes. Imagine-toi, pour un élève là, de 4e année, le relief, c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à comprendre. Donc, si on était venu juste écrire une définition, je pense pas que ça aurait été aussi ancré pour certains élèves. Donc là, de les voir dessiner, de se l'approprier, le concept, je trouve que c'était vraiment, vraiment intéressant. On a vu au secondaire, là, on pousse encore plus loin. Là. Les concepts sont plus complexes. On parle de révolution, de justice, de droit. Donc, on a vu des élèves qui étaient capables donc, de construire ces concepts-là puis d'aller plus loin que juste le faire avec des mots. Puis, tu sais, le croquis-notes, on pourrait faire ça là, avec papier-crayon, puis ça serait bien correct. Mais ici, je trouve qu'il y a vraiment une valeur ajoutée d'utiliser le numérique parce que c'est comme si ça vient, pour moi, ça vient briser les limites de la créativité parce qu'on prend bien plus de risques. T'sais, moi, je ne suis pas vraiment bonne là, en dessin, mais avec le numérique, bien, j'ose plus, j'ai moins peur parce que s'il arrive quelque chose, bien, je peux retourner en arrière super facilement. Puis ça, je l'ai senti aussi dans la classe parce que pour certains, des fois, on fige devant la feuille blanche, mais le numérique nous permet justement là, d'aller plus loin. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est une approche qui est transférable dans d'autres disciplines. Là, on a vu des exemples en univers social, mais je sais, en sciences, par exemple, on pourrait venir faire un croquis sur le cycle de l'eau, par exemple. Ça peut s'utiliser dans toutes les disciplines avec tous les concepts complexes, finalement. Les élèves peuvent aussi produire du contenu par l'utilisation pédagogique du jeu sérieux. Allons en voir un témoignage. Automatiquement, quand tu construis un barrage sur un cours d'eau, il y a des impacts. Demandez-vous ce que ça va faire dans votre monde Minecraft. Est-ce que ça va inonder? Est-ce que ça va assécher? Est-ce que ça va empiéter sur des terres autochtones, par exemple? Donc, c'est le genre de questions que vous avez à vous poser. Donc, réfléchissez comme équipe et trouvez un consensus. La production d'un contenu avec Minecraft permet aux élèves d'être confrontés à des problèmes qui sont très complexes, qui nécessitent des prises de décision, donc de par la collaboration, mais des prises de décision aussi qui peuvent aller à l'aménagement d'un territoire qui est complètement autre. Le côté immersif du jeu est vraiment, vraiment important parce que là, les élèves sentent vraiment qu'ils ont un impact sur l'environnement quand ils vont construire leurs choses par rapport à juste dessiner sur une carte, par exemple. Donc, il y a vraiment l'immersion qui est importante. Évidemment, au niveau des apprentissages, il y a tout le débat à l'intérieur de l'équipe qui est super formateur parce que là, les élèves sont comme forcés de faire des compromis, si on veut, avec les différents collègues parce que chacun a leur enjeu à défendre. Donc, pour ça, c'est super. Donc, dans un environnement complexe, il n'y a pas une solution qui est bonne. C'est des enjeux qui n'ont pas de solution véritable. Donc, les élèves, ça leur permet d'aller un petit peu plus loin et de proposer des solutions qui sont très innovantes. Tu sais, on a vu vraiment là, des élèves engagés. Moi, j'étais en classe là, à ce moment-là. Puis, ce que j'aime beaucoup de ce projet-là, c'est que les élèves sont immergés dans un monde. Là, ils peuvent vraiment voir l'organisation du territoire. C'est toute la collaboration que le jeu permet. Tu sais, je parlais de créativité tout à l'heure. Il y en a aussi avec Minecraft Éducation. Mais là, en plus, on ajoute la collaboration. Définitivement. Mais Marie-Josée, nous allons entendre ton collègue Tommy dans quelques instants qui va parler de l'environnement numérique de travail dans lequel vos apprenants évoluent. Bien, rapidement, là, pour faire un lien avec ce que j'ai dit tantôt, oui, ils rentrent dans notre environnement numérique, mais pour que ça soit cohérent, bien, il faut bien les accompagner puis les guider dans notre réalité d'entrée continue. Dans le fond, Tommy, il va nous expliquer la première semaine d'un élève à l'éducation des adultes. Allons écouter Tommy.
Notre centre offre le cours Initiation à la démarche de formation, un cours de 5e secondaire du programme d'études d'engagement vers sa réussite, dans un environnement complètement numérique. Donc, dès leurs premières heures de formation, les élèves sont invités à se familiariser avec l'environnement numérique Google. On leur remet entre les mains un Chromebook, on les familiarise avec cet outil-là. Puis par la suite, on les invite à naviguer le contenu du cours qui a été complètement conçu en Google Site, qui est combiné à une classroom dans lesquelles les élèves évoluent pour faire les activités d'apprentissage. Les élèves ont à compléter des questionnaires puis à faire des devoirs dans le cadre du cours. Les questionnaires, c'est évidemment des Google Forms. Puis les devoirs ont toutes sortes de formes, du traitement de texte. Il y a aussi des diaporamas à compléter. Il y a des vidéos à consulter. On a essayé de faire de la place à la flexibilité en proposant un devoir dont la forme est libre. Donc, on demande à l'élève de revenir sur ses expériences scolaires passées en nous faisant soit un texte au moyen du traitement de texte, en faisant un diaporama, puis en illustrant son passé à l'aide d'images, de vidéos, etc., ou encore en faisant un enregistrement audio. Marie-Josée, c'est quoi les avantages pour les apprenants? Bien, dans le fond, les apprenants sont plus actifs dans leur apprentissage. Ils ne sont pas assis devant un cahier de 200-300 pages à feuilleter puis à avoir de la difficulté. Donc, le cahier, il est là quand même, il reste complémentaire, mais l'environnement numérique, il est plus diversifié. Donc, en se promenant sur notre environnement, on voit que les tâches ont été coupées. Les élèves, c'est moins décourageant pour eux autres. Ils vivent des petites réussites plus rapidement. Tout le monde trouve leur compte, là, finalement. En conclusion, Maude, les pratiques sont nombreuses autour de la production de contenu. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne? On peut varier nos productions pendant toute l'année scolaire, que la production de contenu avec le numérique, pour moi, ça égale, oui, la créativité, plus aussi la collaboration. Puis je voudrais dire aussi aux enseignants de se lancer dans l'expérimentation de certains projets, de dire qu'il y a plusieurs projets qui sont existants. Donc, on n'est pas toujours obligé de réinventer la roue. Les récits nationaux ont tous leurs plateformes sur lesquelles il y a plein de ressources, donc qui sont accessibles. Puis, comme on l'a dit dans les autres blocs, mais l'importance de se former, de demander des fois de l'aide à un collègue et d'être accompagné. Pour toi, Marie-Josée, qu'est-ce qu'on en retient? Bien, c'est super important de continuer à produire avec le numérique, là. Nous autres, on travaille tout le temps en se basant sur la CUA, là, la conception universelle des apprentissages. On pourrait parler aussi de conception universelle du numérique en enseignement. Bref, il faut toujours rester ouvert aux nouveautés. Il faut continuer de mettre nos élèves en situation puis leur laisser la liberté de choisir. D'ailleurs, bref, on est super fiers, nous autres, en FGA, de où est-ce qu'on en est rendu. On est prêt à aller plus loin. D'ailleurs, on a un projet de laboratoire créatif qui démarre avec une communauté autochtone de la nation Atikamekw. Donc, les élèves produisent du contenu avec le numérique. Ils créent des objets à l'image de leur culture. C'est à suivre, ce projet-là. C'est vraiment beau de voir ça naître, hein? Ça commence. Merci Maude, merci Marie-Josée pour continuer d'aller de l'avant. Je vous invite à aller sur recitus.qc.ca et aller voir les auto-formations sur campus.reci.qc.ca, mais également à aller sur le site de la FGA, recifga.ca, pour, entre autres, avoir du dépannage pédago-numérique en direct. Avant de conclure, j'ai envie de retourner vers Julie et Manon au clavardage pour voir qu'est-ce qui vous a inspiré au travers de tous les échanges de nos derniers invités. Absolument. Alors, pour conclure, là, pour la dimension produire du contenu, José Baudouin nous dit que le croquis-note peut servir de note de cours produite par l'élève. Ça permet d'enregistrer la voix en plus de voir le croquis. Nadine souligne que varier les voies d'expression avec les élèves, c'est un plus. La différenciation des productions, on adore ça. Ça permet de développer la créativité. Il a été nommé différents outils pour créer des livres. Très intéressant. Plusieurs outils ont été mis dans le clavardage.
Julie Tivierge souligne que trop souvent, l'enseignant part de ses propres besoins ou intérêts, alors qu'on devrait toujours se centrer sur ceux de nos élèves. Alors, Julie, à toi pour la conclusion. Oui, en effet, un commentaire qui a été soulevé dès le départ, ça vaut la peine, ça mérite d'être souligné. Dans le fond, on dit ne pas hésiter à utiliser l'aide de nos conseillers pédagogiques qui sont là pour nous aider, nous soutenir, nous conseiller, nous accompagner vers l'apprentissage du numérique en classe. Donc, bravo à nos intervenants qui ont inspiré beaucoup de personnes. Merci, c'est vraiment génial de vous avoir entendu dans le clavardage. C'est déjà fini. Un grand merci à l'UQTR, à tous ceux qui nous ont accueillis. On a été extrêmement bien reçus à leur campus de Québec. Merci à tous nos invités experts qui nous ont partagé les témoignages d'acteurs du milieu extraordinaires sur leurs pratiques inspirantes. Je le répète, ces pratiques-là, elles sont grandioses, mais elles sont aussi d'une grande simplicité. C'est possible d'aller de l'avant et je vous invite à vous lancer. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été présent. Je vous rappelle que ce webinaire a été enregistré. Il va être disponible en rediffusion sur la page du plan d'action numérique en éducation dans la section formation. Pour terminer, j'ai envie de vous laisser avec une pensée inspirante. En tout cas, du moins, on l'adore à l'équipe, à l'école branchée. Et c'est une citation de Paulo Coelho qui dit « Un brin de folie est nécessaire pour faire un pas de plus ». Merci beaucoup.